cours que nous allons voir ensemble porte sur les anémies hémolytiques de l'enfant. Nous allons d'abord les définir, voir quel est leur intérêt. Après un bref rappel physiologique et physiopathologique, nous verrons comment retenir les diagnostics d'une anémie hémolytique et quelles sont les caractéristiques communes à toutes ces hémolyses. Nous parcourrons les étiologies des hémolyses, d'abord constitutionnelles, ensuite acquises, avant donc de conclure ce cours. Les anémies hémolytiques ont en commun un raccourcissement de la durée de vie des globules rouges qui sera donc inférieur à 120 jours. On va individualiser deux grands groupes qu'on appelle les hémolyses extracorpusculaires qui, elles, résultent d'une agression externe du globule rouge qui est normale par un agent externe, qu'il soit infectieux ou autre. C'est donc une hémolyse qui sera acquise. De l'autre groupe, il s'agit des hémolyses intracorpusculaires, qui est en rapport avec une anomalie constitutionnelle du globule rouge. On parlera ainsi des hémolyses constitutionnelles. Les anémies hémolytiques, justement d'origine constitutionnelle, sont assez fréquentes, surtout dans les pays où la consanguinité est assez importante, comme par exemple au Maghreb, au Moyen-Orient. De par justement ce mariage consanguin, il est très important d'aller vers la prévention, qui est donc possible par un conseil génétique. Alors, pour ce qui est de l'élimination des globules rouges, on peut dire que ces globules rouges, vieillissant et naissants, vont perdre leur membrane. Et elles sont principalement éliminées dans la circulation par les cellules phagocytaires de la rate, du foie et de la moelle osseuse, et donc par le système réticulo-endothélial. Cette hémoglobine est décomposée dans ces cellules principalement par le système de l'hème oxygénase. Le fer va être ainsi conservé et réutilisé. Par contre, l'hème est dégradé en bilirubine. Elle sera ensuite conjuguée dans le foie en bilirubine glucuronide et excrétée dans la bile. Donc, ce qui fait que l'hémolyse physiologique est à plus de 90% extravasculaire, puisqu'elle va se faire via ce système réticulo-endothélial, alors que l'hémolyse intravasculaire ne joue donc qu'un rôle mineur dans la physiologie de l'élimination du globule rouge. Dans la situation pathologique, on va avoir une hyperhémolyse, et cette hyperhémolyse donc, va être représentée par une destruction des globules rouges dans le système réticulo-endothélial, de la rate, du foie, mais aussi de la moelle. Ça va induire une hyperplasie de ce système, d'où la splénomégalie et l'hépatomégalie. L'hyperactivité de l'érythropoïèse embryonnaire, elle va se faire évidemment dans le foie, d'où donc cette hépatomégalie aussi. Et on a cette hyperactivation de la moelle osseuse puisqu'on va avoir une hyperplasie érythropoïétique avec surcharge en fer, d'où toutes les anomalies osseuses qui vont en découler. Cette hyperhémolyse va résulter de mécanismes plus ou moins intriqués. On va avoir, par exemple, une diminution du rapport érythrocytaire surface-volume, ce qui est caractéristique de la sphérocytose. Et tout justement, pourquoi? Parce que le globule rouge, normalement, il a une forme biconcave. Et c'est grâce à cette forme qu'il va accéder à la microcirculation. De plus, toute cette morphologie va donner justement un rapport surface-volume qui va être augmenté de 60 à 70% par rapport à une sphère normale. Mais il va être non déformable. Toute réduction de surface qui va se rapprocher de la cellule, cette sphère, va augmenter sa fragilité osmotique et donc avoir un accès d'eau et de sodium dans ce sphérocyte qui va justement provoquer l'hémolyse. Un autre mécanisme, c'est par exemple l'altération structurelle membranaire qui va être observée dans toutes les anomalies du squelette membranaire. Elles vont être responsables d'une fragilité du globule rouge. C'est le cas par exemple dans l'hypocytose où justement on va avoir une anomalie de la solidité de la spectrine. D'autres mécanismes, par exemple dans la drépanocytose où on a cette forme falciforme du globule rouge, va augmenter sa viscosité intracellulaire et donc être plutôt favoriser la survenue de microthrombie justement qui vont faire toute la gravité de la drépanocytose dans les crises vaso-occlusives. Par contre, l'hypersplénisme, lui, va être justement la cause d'une activité macrophagique qui va être exagérée à l'égard de tous les composants du sang, donc les globules rouges, les leucocytes et les plaquettes vont la traverser. Donc, pour cette hémolyse, on a dans les hémolyses intracorpusculaires, celles qui sont constitutionnelles, des hémolyses par hémoglobinopathie, parce que l'hémoglobine est
anormal de par sa qualité ou sa quantité. Un problème enzymatique va justement nous provoquer des hémolyses intracorpusculaires, ou comme nous l'avons vu, toute anomalie du cytosquelette membranaire, des hématies, va être aussi à l'origine d'une hémolyse. Les autres hémolyses extracorpusculaires sont en général représentées par tout ce qui est immunologique, par auto-alloimmunisation, tout ce qui est agression par médicamenteuse ou par toxique, de même que pour les causes infectieuses et mécaniques, par exemple pour ceux qui sont porteurs de valves mécaniques. Les signes cliniques chez ces patients-là sont représentés essentiellement par les signes d'hémolyse extravasculaire. Ils signent la chronicité de l'hémolyse. Donc, c'est une triade qui associe la pâleur, l'ictère, la splénomégalie. Va y être associée également une hépatomégalie qui va s'installer progressivement dans le temps. La dysmorphie faciale va être caractéristique chez certains groupes, surtout dans les hémoglobinopathies, où on va avoir une exagération du massif osseux malaire et avoir donc cette dysmorphie caractéristique. Il s'y associe d'autres anomalies osseuses, de même qu'un retard staturopondéral. L'hémolyse intravasculaire, elle va être pratiquement toujours pathologique parce qu'elle va signer l'hémolyse aiguë, elle est à début brutal, elle associe une sensation de malaise, frisson, fièvre, avec des douleurs abdominales, des vomissements, des urines qui vont être foncées, très foncées. On parle de coloration rouge cerise ou rouge porto. Et bien sûr, l'ictère sera là parce qu'il y aura de la bilirubine et toute la dégradation de la bilirubine va vous donner donc cet ictère qui va apparaître. Pour ce qui est de la biologie, on va avoir des signes hématologiques. Alors, on va les voir de manière détaillée pour chaque groupe de pathologie, mais il faut savoir que l'anémie va être constante. Par contre, son type microcytaire, normocytaire ou macrocytaire va être en fonction du type de l'anémie. La réticulocytose est assez constante parce qu'on a une moelle qui va essayer de venir compenser cette hémolyse. Sur le frottis sanguin associé à la polychromatophilie, on peut avoir des modifications du globule rouge qui vont être justement caractéristiques en fonction de l'étiologie. La moelle osseuse, elle va montrer cette érythroblastose, mais il faut savoir qu'elle n'est pas nécessaire pour retenir souvent le diagnostic. Pour ce qui est des signes biochimiques, il faut savoir que la bilirubine, évidemment indirecte, va être élevée. On va avoir tous les produits de dégradation, donc l'hémoglobinurie dans les urines, la bilirubinurie. Pour ce qui est du sang, la LDH va être augmentée, l'aptoglobine diminuée, le fer sérique augmenté et l'hémocidurinémie va être également présente dans les urines. Voici toutes les étiologies que nous allons voir ensemble durant ce cours. Nous allons commencer par le premier groupe qui est donc les anémies hémolytiques constitutionnelles et en tête de liste, les hémoglobinopathies. Alors, qu'est-ce qu'une hémoglobinopathie? Ce sont des maladies héréditaires du sang qui vont compromettre évidemment le transport de l'oxygène. Elles se divisent en deux catégories. On a celles qui vont être liées à une anomalie de synthèse de l'hémoglobine. Alors, je vous rappelle que cette hémoglobine est formée de 2 chaînes bêta et de 2 chaînes alpha et que vous avez des groupements d'hème qui vont venir fixer des molécules d'oxygène. Donc ça, c'est la configuration d'une hémoglobine normale. Lorsqu'il y a une anomalie de synthèse, soit des chaînes alpha, soit des chaînes bêta, on va être confronté à ce qu'on appelle le groupe des thalassémies. On connaît la bêta-thalassémie, l'alpha, delta, gamma. Dans ce cours, on va détailler surtout les bêta-thalassémies. L'autre groupe, c'est une anomalie de structure. Alors, quand il s'agit d'une anomalie de structure, souvent, ce sont des mutations ponctuelles qui vont être responsables de la survenue de ce qu'on appelle la drépanocytose que nous allons également détailler. Alors, pour ce qui est de la génétique, 2 chromosomes méritent d'être connus. C'est le chromosome 16 et le chromosome 11 parce qu'ils sont porteurs justement des allèles responsables des anomalies qui vont nous donner soit une thalassémie, soit une drépanocytose. La thalassémie est le premier groupe auquel on va s'intéresser. Alors, thalassémie, parce que thalassa, c'est la mer, donc c'est en rapport avec une répartition qui entoure ce bassin méditerranéen. Il faut savoir qu'il y a une extension à quelques autres populations, notamment dans l'océan Indien. Alors, il faut savoir que c'est un défaut génétique de la synthèse de la chaîne alpha ou bêta-globine. Bien sûr, il y a une transmission selon un mode mendélien, donc autosomique récessif, c'est-à-dire qu'à chaque grossesse, on a 25% d'avoir un enfant atteint. Les bêta et alpha-thalassémies sont les plus graves.
C'est ce que nous allons découvrir au fur et à mesure. Alors, petit rappel, pour ce qui est de l'électrophorèse de l'hémoglobine, il faut savoir qu'une électrophorèse de l'hémoglobine normale, on a une hémoglobine A, une hémoglobine A2, une hémoglobine F. L'hémoglobine F, c'est l'hémoglobine fétale. Son pourcentage ne doit pas dépasser les 2%. L'hémoglobine constituante majeure dans cette hémoglobine normale, c'est la A, et elle est formée de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes bêta, comme nous l'avons vu. L'hémoglobine A2 doit rester à un pourcentage inférieur à 3,5%. Alors, c'est quoi cette bêta-thalassémie? Elle va résulter d'une diminution de la synthèse des chaînes bêta. Quand on parle de diminution, on le signale sous forme de B+. Et lorsqu'on parle d'absence, ça va être un B0. B0, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de production de cette chaîne bêta. Et ici, on a justement le profil génétique de ces sujets. Ici, on a les 2 allèles de la production des chaînes bêta, ils ne sont pas atteints, donc le sujet est normal. Lorsque un des 2 allèles est atteint, on parle de bêta-thalassémie mineure ou hétérozygote. Pour ce qui est de la forme majeure, on a soit il y a une diminution de la production de la chaîne bêta sur l'une ou déficitaire sur l'autre, donc là, on est dans une forme homozygote, et B+, et quand on a les 2 allèles qui sont absents, donc absence totale de production de la chaîne, on parle de bêta-thalassémie homozygote. D'où cette classification des syndromes bêta-thalassémiques. Alors, cette classification, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a ce qu'on appelle la forme majeure. Donc, c'est la fameuse maladie de Cooley. On a les formes intermédiaires. On a la bêta-thalassémie hétérozygote, c'est le fameux trait thalassémique. Et on peut avoir des bêta-thalassémies qui peuvent être associées à d'autres anomalies de l'hémoglobine, notamment les associations bêta-thalassémie drépanocytose. Si on s'intéresse un peu au profil électrophorétique, c'est juste que pour que vous voyez la différence, lorsqu'on a une absence totale de production de la bêta-globine par l'ALA latin, on va avoir donc un phénotype bêta-0, bêta-0, donc absence totale d'hémoglobine A qui va être remplacée par de l'hémoglobine fétale à plus de 95%. Donc ça, c'est le profil électrophorétique d'une bêta-thalassémie majeure. Lorsqu'on a une production résiduelle, donc, mais elle va être quand même inférieure à 10%, on va avoir de l'hémoglobine F qui va être jusqu'à 90%, mais un petit pourcentage d'hémoglobine A qui peut aller de 10 à 30%. Alors, pour ce qui est du taux d'hémoglobine A2, il va être variable dans les bêta-thalassémies homozygotes, mais il faut savoir que pour un hétérozygote, il va varier entre 3,5 et 7% au maximum. Alors, cette bêta-thalassémie, sur le plan physiopathologique, mais en rapport avec cette anomalie des chaînes, il faut savoir que quand on a un déficit en chaîne alpha et en chaîne bêta, ben, il va y avoir une augmentation compensatrice des chaînes alpha pour aller former cette hémoglobine tétramère malade. Mais cette hémoglobine tétramère alpha, elle va être instable, ce qui va faire qu'elle va se précipiter dans les érythroblastes et elle va provoquer leur hémolyse. Si on a une hémolyse des érythroblastes, il est clair qu'on va avoir donc une érythropoïèse inefficace et donc une anémie. Autre mécanisme en parallèle, les rares globules rouges qui sont produits dans la circulation vont avoir un taux d'hémoglobine F, comme on l'a vu, qui va être augmenté. Cette hémoglobine F augmentée, ben, elle aussi va provoquer une hémolyse donc exagérée, une hyperhémolyse, mort prématurée, avec un hypersplénisme et une anémie. Mais il faut savoir que ce pourcentage d'hémolyse extravasculaire est quand même une composante minime dans le mécanisme de l'anémie de la chaîne bêta-thalassémique. L'hémolyse périphérique, avec l'augmentation parallèle de la production de l'érythropoïétine, qui va stimuler cette érythropoïèse qui va rester inefficace comme un cercle vicieux. On va avoir donc des besoins transfusionnels qui vont être augmentés, d'où la surcharge martiale. On a une augmentation de l'expansion médulaire. Pourquoi? Parce qu'on a une hyperactivité de la moelle osseuse et donc ça va favoriser cette déformation des os plats, donc modification du squelette, qui va faire qu'on a toutes les anomalies osseuses qui vont s'y associer avec ce retard de croissance. Alors sur le plan morphologique, il faut savoir que les photos que vous avez ici, où on voit cette dysmorphie faciale qui est caractéristique, se voit dans les maladies de Cooley, donc bêta-thalassémie majeure homozygote, qui ne vont pas être bien prises en charge ou pas du tout diagnostiquées à la petite enfance. Actuellement, depuis que les traitements transfusionnels avec la chélation ont été mis en place de manière précoce, on s'éloigne de plus en plus de ces phénotypes et de ces photos caricaturales de patients bêta-thalassémiques. Alors,
Pour résumer, leur début, dans ces signes cliniques, cette pâleur, cet ictère vont commencer à survenir entre l'âge de 3 et 6 mois. La splénomégalie et l'hépatomégalie sont d'installation progressive. Mais je répète, on parle de splénomégalie énorme et d'hépatomégalie lorsque ces patients ne sont pas pris en charge. Le retard staturel, pareil, va s'installer au fur et à mesure lorsqu'on a des prises en charge insuffisantes. Alors, la dysmorphie faciale, on dit que c'est une dysmorphie d'aspect qui donne un aspect mongoloïde au patient avec un élargissement des os malaires, un hypertellorisme comme on le voit bien. Vous voyez l'hypertellorisme ici, vraiment qui est typique, avec l'aplatissement de la base du nez, la protrusion du maxillaire supérieur, d'accord, avec cette lèvre supérieure qui est épaisse et un bombement du crâne. Alors, ce faciès va résulter effectivement de l'élargissement des cavités à cause de justement cette hyperproduction des os malaires. Alors, sur le plan biologique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une anémie microcytaire hypochrome avec un taux de réticulocytes qui va être augmenté. Par contre, sur le frottis sanguin, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous montrer des globules rouges d'aspect pâle, vraiment comme ça. On appelle ça des cellules cibles. On le voit bien sur ce frottis sanguin, avec des formes qui sont complètement irrégulières. Bon, les anomalies rencontrées sur les leucocytes et les plaquettes sont variables d'un patient à un autre. Il n'y a pas comme ça d'anomalie spécifique. Sur le plan myélogramme, on va retrouver une érythroblastose, mais il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire au diagnostic. Donc, le diagnostic de bêta-thalassémie ne va pas reposer sur le myélogramme. Sur le plan biochimique, comme on l'a vu, il va être commun avec toutes les caractéristiques de ces anémies hémolytiques, c'est-à-dire une bilirubine indirecte augmentée, une hypersidérémie avec une hyperféritinémie. Mais le diagnostic formel va être apporté par l'électrophorèse parce qu'elle va montrer un profil de bêta-thalassémie majeure avec cette hémoglobine F à composante majeure jusqu'à 90%. Et il est indispensable pour retenir le diagnostic de compléter par l'enquête familiale. Il faut prouver que les parents ont une électrophorèse avec un profil de bêta-thalassémie hétérozygote, c'est-à-dire augmentation du taux de l'hémoglobine A2 qui peut atteindre 7%. Donc, si on veut retenir le diagnostic d'une bêta-thalassémie majeure, on a les signes cliniques, on a l'anémie et les anomalies au frottis sanguin, mais surtout, c'est l'électrophorèse avec l'enquête familiale. Et cette enquête, pour le dépistage, doit s'étendre à la fratrie s'il existe une fratrie. Les anomalies radiologiques, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comme on le voit ici, on va avoir un aspect caractéristique de ce qu'on appelle un aspect en poil de brosse. Vous avez ces fines striations qui vont venir de la table externe vers la table interne qui vont réaliser cet aspect-là. C'est vraiment typique des hémolyses chroniques. Deuxième anomalie qu'on retrouve chez ces patients-là est une anomalie sur le rachis vertébral où on voit cet aspect de vertèbre en diabolo, on dit vertèbre en diabolo, vertèbre biconcave, d'accord, on voit bien cette convexité qu'on va retrouver au niveau des deux versants, et ça c'est caractéristique. Parfois on a un aspect de fracture pathologique et on a cet aspect d'ostéoporose qui est constant chez tous ces patients. Après avoir vu ce type de description qui est la bêta-thalassémie majeure, on pourra dire un mot pour ce qui est des bêta-thalassémies intermédiaires. C'est une forme atténuée. Elle représente environ 10% des formes homozygotes. Et c'est souvent une composante, ce qu'on appelle une forme composite, parce qu'elle va s'y associer avec une drépanocytose. Alors, elle associe un ictère, une splénomégalie. Les anomalies osseuses sont moins marquées. Pas tellement de retard de croissance. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette anémie microcytaire hypochrome, elle va être un peu plus tardive. Si on avait l'âge de révélation de 3-6 mois pour la forme majeure, ici, on a 1-2 ans. Et elle n'est pas aussi profonde, donc les taux d'hémoglobine dépassent 7,5 grammes par décilitre. Et ces malades-là, contrairement à la forme majeure, ne nécessitent pas un régime transfusionnel systématique programmé. La bêta-thalassémie majeure, c'est ce qu'on appelle communément le trait thalassémique. Ce sont tous les porteurs hétérozygotes qui sont asymptomatiques. La seule anomalie qui va être retrouvée, c'est une anémie qui est très discrète, qui est modérée. On a un aspect de pseudopolyglobulie avec des globules rouges qui sont très augmentés, une microcytose. Par contre, on a un taux d'hémoglobine A2 et c'est ça qu'il faut retenir, qui va être justement compris entre 3,5 8, voire 3,5 7 avec un petit pourcentage d'hémoglobine F qui ne dépasse pas les 2%. Alors, quel est le traitement de ces bêta-thalassémies? C'est clair, c'est une anémie chronique, mais il faut savoir justement qu'ils vont avoir des besoins transfusionnels. Et à cause de cette surcharge en fer, il faudra mettre en place un traitement chélateur du fer.
La splénectomie a ses indications, de même que la greffe de moelle osseuse. On commence par les transfusions. Alors, qu'est-ce que ce programme transfusionnel? Il faut savoir que d'abord, il va viser à corriger cette anémie. Et si on corrige cette anémie sur la chronicité, ben on va justement essayer de contrôler cette hyperhémolyse dans le système réticulo-endothélial du foie de la rate et de la moelle osseuse, donc éviter la survenue de la spléno et de l'hépatomégalie et de la déformation osseuse en même temps. L'objectif, c'est que l'hémoglobine en pré-transfusionnel, donc entre chaque transfusion, soit maintenue vers 10 grammes comme si j'ai un sujet normal pour éviter l'érythropoïèse et les conséquences de l'hémolyse extravasculaire. Alors, quand transfuser, il faut savoir que les patients vont avoir des besoins transfusionnels qui varient entre 3 et 4 semaines. Chez les nourrissons, souvent, c'est plutôt vers les 6 semaines, mais là, chez un bêta-thal enfant, c'est entre 3 et 4 semaines. Alors, on parle d'un programme transfusionnel, c'est-à-dire qu'il doit être mené de manière parallèle avec le centre de transfusion sanguine. Pourquoi? Parce que les poches de sang, les concentrés érythrocytaires doivent être phénotypés, des leucocytés, des plasmas ferrés, avec une consommation annuelle qui va avoir comme objectif de ne pas dépasser les 200 cc par kilo par an. Donc, c'est un projet qui doit être mené en parallèle et on doit avoir un planning. Ces patients-là doivent être convoqués pour leur dire, voilà, tel jour, vous allez être transfusé, la poche de sang et doit être préparée à cet effet. Pourquoi? C'est pour éviter justement qu'ils ne viennent dans le cadre de l'urgence avec des anémies et des signes d'intolérance qui vont justement les faire transfuser souvent avec des concentrés érythrocytaires qui ne pourront pas être phénotypés pendant la garde, qui ne pourront pas l'être des leucocytés pendant la garde, ou alors même le groupage ne pourra pas être compatibilisé comme lorsque tout ceci est programmé. Pourquoi? Parce qu'on veut justement éviter aussi toutes les complications des transfusions. Alors, il faut savoir, en dehors des réactions allergiques que tout le monde connaît, il y a aussi ce risque infectieux, d'où l'intérêt des contrôles sérologiques tous les 3-6 mois chez ces patients-là. Sans oublier tous les accidents d'alloimmunisation, parce qu'avec le temps, ils peuvent développer des isoalloimmunisations, d'où l'intérêt de compléter par des tests de Coombs et la recherche d'une agglutinine irrégulière. Alors, bien sûr, la complication aussi qui est à craindre, c'est la surcharge en fer. Alors justement, cette surcharge en fer, il faut la prendre en charge par une chélation. Alors la chélation, vous avez dû voir ça dans d'autres modules, elle utilise des traitements. Alors, beaucoup de traitements ont été mis sur le marché, tels que la déferoxamine, qui avait plus de 40 ans d'utilisation, mais les résultats ont finalement été médiocres parce que c'était des traitements qui étaient par voie parentérale et la compliance n'était pas extraordinaire. Or, maintenant, heureusement, ça a bien changé, puisque nous avons la Xerox, qui est un traitement PEROS et qui a pu justement avoir une meilleure compliance chez l'enfant, justement, puisqu'on peut le donner par voie orale. Il est disponible ici en Algérie, on peut l'utiliser dès l'âge de 2 ans. Cette surcharge en fer, d'abord, il faut l'évaluer. Et le meilleur moyen, le plus simple et le plus accessible et le moins coûteux, c'est la ferritine. Alors, cette ferritine est corrélée à la surcharge, certes, mais elle a ses limites. Et ses limites, c'est qu'on ne peut pas prédire la surcharge, par exemple, au niveau myocardique ou hépatique. Surtout au niveau myocardique, il n'y a pas de corrélation entre le taux de ferritine et la surcharge myocardique. Donc, il faut avoir recours à autre chose. Et l'alternative, c'est l'IRM hépatique, l'IRM cardiaque, qui est un gold standard, très bonne fiabilité pour le dépistage de la surcharge pour les 2 organes. Et surtout, elle va permettre l'évaluation et l'ajustement de la chélation en fer pour justement éviter et retarder au maximum ces complications. Alors, pour vous citer par exemple, les indications, c'est lorsque la ferritine est supérieure à 1000 microgrammes par litre. En moyenne, on arrive à ces taux-là lorsque le patient a dépassé les 10 transfusions et ça varie de 10 à 20 pour chaque patient, ça dépend. On a des ferritinémies de surveillance tous les 3 à 6 mois et l'IRM est indiqué chez ces patients au moins une fois par an. Alors, si on veut savoir quelles sont les conséquences de cette surcharge en fer, il faut savoir que la première atteinte est l'atteinte cardiaque. Malheureusement, c'est la première cause de mortalité. De par l'insuffisance cardiaque qu'elle va entraîner, c'est des myocardiopathies de surcharge. Donc, c'est des CMD, CMH c'est des cardiomyopathies dilatées, des cardiomyopathies hypertrophiques. Et s'y associent des troubles du rythme graves. L'atteinte hépatique, c'est surtout la fibrose portale et la cirrhose. Et encore plus si le patient va avoir
une sérologie hépatite C qui est positive, ça va être un cofacteur de morbidité. Donc, d'où l'intérêt vraiment de la surveillance de la sérologie à cause de ces transfusions à répétition. Il y a aussi les atteintes endocriniennes qui méritent d'être connues. C'est le diabète insulinodépendant, l'hypothyroïdie surtout et le retard de croissance et puberté. La splénectomie, on vous a dit que la splénectomie faisait partie de l'arsenal thérapeutique. Alors, il faut savoir qu'on reconnaît l'hypersplénisme lorsqu'on a une augmentation des besoins transfusionnels. On avait dit que les objectifs, c'était qu'ils ne dépassaient pas les 200 cc par kilo par an. Lorsqu'on a des besoins qui vont être aux alentours de 200 cc par kilo, alors à ce moment-là, il faut se poser la question, l'hypersplénisme est là et donc il majore, il aggrave cette anémie. L'indication de la splénectomie peut y être. Le problème, c'est que la splénectomie qui va se faire souvent entre 5 et 6 ans pour diminuer le risque infectieux va les exposer à toutes les infections. Et donc, il y a un programme de vaccination antipneumococcique qu'il faut mettre en place avant la chirurgie avec une prophylaxie à la pénicilline, etc. Donc, on a ce risque infectieux qui est lié à la splénectomie et ici ajoute après le risque thromboembolique. La greffe de moelle osseuse, c'est un traitement curatif. Et ce traitement curateur existe depuis plus de 40 ans. C'est une greffe de type allogénique et donc elle va nécessiter un donneur qui va être HLA compatible. Par contre, il faut savoir qu'elle doit être pratiquée très tôt et chez des patients qui sont bien chélatés. Donc, il faut aller vers une très bonne prise en charge très tôt pour ces patients pour que l'indication de cette allogreffe puisse être posée. Quel est le pronostic et l'évolution de ces bêta-thalassémies? Il faut savoir, on s'en doute, que dans les formes majeures, en l'absence de traitement, il va y avoir cette anémie qui va s'installer avec toutes les complications et la mortalité est surtout liée à l'insuffisance cardiaque et à l'insuffisance hépatique. La prévention existe évidemment, puis c'est une transmission qui est autosomique dominante, donc on ne peut prévenir ceci comment en informant, en expliquant les risques liés à la consanguinité. Il y a un intérêt non négligeable, voire vraiment important au dépistage par l'examen prénuptial et ceci se fait en demandant une électrophorèse aux deux parents. Donc, ce couple qui veut se marier, il faut dépister pour qu'on puisse ensuite justement aller vers le conseil génétique. Deuxième étape, c'est quand on a un sujet qui est déjà diagnostiqué, il faut étendre le dépistage familial aux autres membres de la fratrie pour justement aller identifier ces sujets à risque. Le diagnostic prénatal chez les femmes à risque d'engendrer un enfant homozygote existe. Il peut se faire par l'étude de l'ADN des villosités choriales grâce à la biologie moléculaire. Donc, nous avons vu les bêta-thalassémies. Un mot pour parler des alpha-thalassémies. Alors, ces alpha-thalassémies, elles sont dans la majorité des cas la conséquence d'une délétion qui va être plus ou moins étendue sur l'un des deux gènes, des gènes alpha qui sont au nombre de 4 allèles. Alors, ces 4 gènes, il faut savoir que quand ils sont présents, le sujet est normal. Si un seul gène est absent, on va parler d'un porteur silencieux. Au cas où 2 gènes sont absents, on parle de pré-alpha-thalassémique. Le patient va plus ou moins présenter une anémie. Par contre, dans les 2 autres configurations, c'est-à-dire qu'on a 3 gènes qui vont être absents, c'est la seule forme thalassémique majeure connue. On parle d'hémoglobinose, donc c'est l'hémoglobinose H. C'est la seule forme viable. Au-delà, si nous avons 4 gènes alpha absents, il faut savoir que c'est incompatible avec la vie. Il s'agit de l'hémoglobine de Barth et le fœtus a un anasarque, et c'est le fameux hydrops de Fétalis, et que cette grossesse ne peut pas être menée jusqu'au bout. Donc, pour résumer, la alpha-thalassémie, c'est une forme quand même sévère des thalassémies, et il y a cette forme grave qui est la alpha-thalassémie parce qu'on va avoir 3 gènes absents sur 4. Donc, nous avons fini avec les anémies hémolytiques par thalassémie, mais on reste toujours dans le groupe des hémoglobinopathies pour s'intéresser à la deuxième étiologie. Si vous vous rappelez, nous avons parlé des anomalies de synthèse, c'était les thalassémies. Là, c'est les anomalies de structure. Donc, cette drépanocytose, c'est une maladie génétique. Elle va être due à une mutation du 6e codon de la chaîne bêta-globine. Il y a l'acide aminé glutamine qui va être remplacé par la valine et qui va être à l'origine de la synthèse d'une hémoglobine modifiée. On parlera donc d'une hémoglobine de type
S. Elle va affecter surtout les sujets noirs. Elle est très fréquente en Afrique centrale et occidentale, en Amérique du Nord et du Sud et aux Antilles. Donc, vous voyez ici la répartition, elle date de 2015, elle a été modifiée. Les incidences n'ont pas tellement changé depuis et on voit bien cette répartition très, très, très fréquente en incidence au niveau d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, justement. Et on voit bien qu'il y a une extension aux pays d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Alors, sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qu'on peut dire? Ces molécules d'hémoglobine S, justement, elles ont cette propriété d'être, quand elles sont désoxygénées, donc, ou alors lorsque la température est très abaissée, mais c'est surtout en cas d'hypoxie, d'anoxie, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se polymériser. Et cette polymérisation-là, elle va leur donner cette structure. Elles vont polymériser et elles vont déformer le globule rouge et former donc des cristaux intracellulaires qui vont lui donner cette caractéristique en faucille. Donc, vous voyez bien, il n'y a plus cet aspect, plutôt on est dans un aspect de faucille. Et ce faucille, malheureusement, va donc déformer le globule rouge. Il va lui faire perdre toutes ses propriétés d'élasticité qui vont être nécessaires pour qu'il passe dans la microcirculation. Ce qui va faire qu'il va être plus rapidement détruit qu'un globule normal, d'où l'hyperhémolyse. Et la rigidification et la déformation des globules rouges qui vont ainsi augmenter, et l'augmentation de la viscosité, donc on le voit ici. Donc, plus cette augmentation de viscosité, elles vont être justement la source de toutes cette vaso-occlusion, là on le voit bien, qui va venir compromettre la microcirculation, d'où les syndromes vaso-occlusifs que nous allons voir en clinique. Donc pour résumer, polymérisation d'une hémoglobine S qui va conduire à une falciformation du globule rouge, mais ceci en conditions d'hypoxie, de froid, de déshydratation, de stress. Ça va augmenter la rigidité membranaire et donc diminuer sa déformabilité, compromettre d'abord sa durée, donc l'hémolyse va s'installer. Et comme il y a cette déformabilité qui va être diminuée, nous allons avoir cette microcirculation qui va être compromise par la survenue de vaso-occlusion. Sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, en général, la drépanocytose va associer trois grandes catégories de manifestations cliniques qui vont varier d'un individu à un autre. Alors, la composante fixe, c'est l'anémie hémolytique chronique avec les épisodes d'aggravation aiguë. Elle va survenir vers l'âge de 6 mois à 1 an. Toujours la même triade, pâleur, subictaire, splénomégalie. Par contre, la particularité de la drépanocytose, contrairement à la bêta-thalassémie, c'est qu'on va avoir un autosplénisme, c'est-à-dire que la rate va disparaître vers l'âge de 6 ans. Pourquoi elle va disparaître? C'est un autosplénisme parce qu'il va y avoir des micro-infarctus qui vont faire que la rate va évoluer avec le temps. Parallèlement à ça, on va avoir une dysmorphie, mais qui est moins marquée que les bêta-thalassémies, mais un retard pondéral est là et il y a un retard pubertaire qui est constant. Sur le plan biologique, alors si on s'intéresse aux anomalies hématologiques, c'est la même chose, anémie normocytaire normochrome, on a cette réticulocytose, mais surtout, c'est le frottis sanguin. Lorsque vous mettez entre l'âme et lamelle ces globules rouges et que vous les mettez en condition d'hypoxie, donc la falciformation va se faire, comme on le voit ici. Et ce qui est intéressant, c'est dans cet agrandissement, on voit bien ce drépanocyte, cette forme falciforme, avec cette hémolyse, et on voit bien ici, ce sont des chaînes d'hémoglobine qui ont polymérisé, qui veulent justement être détruites et passer, donc libérer cette hémoglobine polymérisée. Alors, pour ce qui est d'électrophorèse de l'hémoglobine, comme on a une hémoglobine qui est anormale de par sa structure, puisque on a une structure anormale, donc c'est l'hémoglobine S qui va être présente à plus de 85%. L'hémoglobine A2 est inconstante et l'hémoglobine F est un peu augmentée. Évidemment, pour détecter et avoir le diagnostic formel, il faut compléter par une enquête familiale et cette enquête familiale va nous montrer qu'il y a des parents qui sont hétérozygotes. Alors, je disais que c'est les mêmes pour ce qui est des signes radiologiques. Nous avons les mêmes signes que toutes les hémolyses chroniques dans cette ostéoporose, mais la caractéristique quand même dans la drépanocytose, c'est qu'ils vont avoir des ostéonécroses parce vous avez ces micro-infarctus qui vont venir s'installer dans l'os. Et ça, c'est caractéristique. On le voit ici dans cette tête fémorale. On voit un aplatissement avec cet aspect grignoté un peu de la tête sphérique fémorale. Donc, c'est une ostéonécrose de la tête fémorale. Regardez l'IRM ici. Ici, la sphérocité est
est respecté. De l'autre côté, vous avez cette destruction, cette nécrose totale de la tête fémorale. Ici, c'est un humérus, donc c'est une tête humérale qui, elle aussi, présente des caractéristiques d'ostéonécrose. La deuxième composante, c'est la même chose que pour la bêta-thalassémie, donc cette vertèbre biconcave en H, en diabolo, qui est caractéristique des hémolyses chroniques. Je disais tout à l'heure que la drépanocytose associe 3 grandes catégories de manifestations. On a vu les anémies hémolytiques, l'anémie hémolytique chronique. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle ces fameuses crises vaso-occlusives, donc ces CVO, ces fameuses douleurs osseuses qui vont être déclenchées par le froid, les infections, l'hypoxie, le stress, la déshydratation, donc, et qui vont nous donner des manifestations telles que le syndrome main-pied, c'est la fameuse dactylite du nourrisson qui va survenir surtout chez les tout petits entre 6 et 2 ans et qui se voit vraiment les 3 premières années dans les formes de bêta-thalassémie majeure. Vous avez cette main qui est très douloureuse, très algique, le nourrisson pleure, il est agité. Vous avez cet aspect boudiné avec cet œdème segmentaire, c'est très caractéristique. Et il faut tout de suite entamer une prise en charge avec des antalgiques, une hyperhydratation, justement oxygénothérapie pour remettre les conditions et diminuer cette falciformation avec cette crise vaso-occlusive qui est bloquée dans cette micro-circulation distale. Quand l'enfant est un peu plus grand, on va avoir des crises douloureuses des os plus longs et donc à ce moment-là, on passe au tibia, au fémur, à l'humérus. C'est très fréquent chez eux. Et l'autre forme de crise vaso-occlusive ou de douleur qui est décrite, ce sont les crises douloureuses abdominales. Elles représentent quand même un tiers de ces tableaux douloureux. Parfois, elles miment des tableaux pseudo-chirurgicaux avec des tableaux d'infarctus mésentérique qui ont été bien individualisés. Et parfois, on a une symptomatologie qui va révéler des lithiases vésiculaires de par cette hémolyse chronique, justement, et cette dégradation de la bilirubine en excès. Ce sont des lithiases vésiculaires pigmentaires. Les autres formes de syndrome complications aiguës, il faut les connaître. Je citerai la séquestration splénique chez les tout petits. Les douleurs abdominales vont être intenses, on va avoir une pâleur marquée aiguë et surtout, vous allez avoir une splénomégalie qui va augmenter. Donc la rate, si elle était déjà de type 1 ou 2, elle va passer au type 3, donc vraiment, et cette augmentation brusque avec un état de choc va vous signer cette séquestration splénique. Le diagnostic différentiel de cette séquestration splénique, c'est ce qu'on appelle les érythroblastopénies secondaires au virus parvo 19, qui se voit aussi dans la drépanocytose, mais c'est une sorte d'aplasie. C'est la moelle qui ne fabrique plus. On n'est pas devant une séquestration splénique. Le volume de la rate ne va pas augmenter. Il n'y a pas cette manifestation d'état de choc. D'accord? Donc, c'est une urgence transfusionnelle chez ces patients-là. Le syndrome thoracique aigu est une autre complication grave, souvent déclenchée par des infections, des embolies graisseuses. Parfois, il y a une composante asthmatique, donc on a des bronchospasmes et de l'inflammation. C'est un enfant qui vient en détresse respiratoire sévère, avec des douleurs thoraciques, avec une fièvre. Et quand on fait une radiographie, vous avez cette image de poumon un peu sale, des images de pneumonie, pas très bien individualisées. C'est caractéristique. Donc, il faudra associer toutes les mesures qu'on met dans les traitements des crises vaso-occlusives, en plus d'une antibiothérapie qui vise le pneumocoque. Les autres manifestations graves associées, ce sont les AVC et les troubles neurosensoriels. Il faut savoir que dans les drépanocytoses, on peut avoir de réels tableaux d'hémiplégie, voire d'amorose, d'aphasie, voire même des tableaux de convulsions par des AVC. L'autre forme qui mérite d'être connue également, c'est l'atteinte génito-urinaire. Chez les tout petits ou les grands garçons, on a un priapisme qu'il faudra prendre en charge avec des protocoles qui sont bien codifiés. On peut avoir sur le plan urinaire des infarctus rénaux ainsi qu'une nécrose tubulaire. Les autres complications aiguës, c'est le dernier versant, il faut bien le connaître et ne pas le négliger, c'est le risque infectieux qui est très augmenté de par l'hyposplénisme qui va commencer dès l'âge de 3 mois pour avoir cette rate qui va disparaître vers 6 ans. Donc, ça va augmenter la sensibilité aux pneumocoques, les pneumopathies étant les infections les plus fréquentes chez les drépanocytaires. Et la deuxième infection qu'il ne faut pas méconnaître sont les ostéomyélites. On peut les voir dès l'âge de 8 mois. Elles vont poser un gros problème diagnostique avec les crises douloureuses, mais il faudra toujours être vigilant, vérifier le contexte infectieux, inflammatoire et mettre en place une
thérapie qui va être dirigée contre les salmonelles et les staphylocoques parce que justement, comme vous avez ces infarctus mésentériques qui y sont associés, la flore bactérienne intestinale peut être incriminée et a été incriminée dans les étiologies bactériennes des ostéomyélites du drépanocytaire. Donc, on se répète un peu, mais c'est juste pour vous rappeler que les formes de la drépanocytose sont les formes homozygotes, on les inscrit SS. Les formes hétérozygotes composites sont associées et composites avec les autres euh, anomalies hémoglobinopathies telles que la bêta-thalassémie. Donc, on parle du profil de la S-bêta. Il faut savoir que les S-bêta se comportent le plus souvent comme une drépanocytose et que leurs besoins transfusionnels, souvent, sont mineurs. Les formes hétérozygotes sont des formes juste qui ne sont peu symptomatiques, voire asymptomatiques, et qui justement vont transmettre ce trait, enfin cette anomalie drépanocytaire. Le traitement, les grandes lignes reposent sur évidemment la transfusion, mais nous ne sommes pas devant un régime transfusionnel régulier comme dans le cadre de la bêta-thalassémie. Dans la drépanocytose, on va plutôt transfuser lorsqu'il y a une aggravation de l'anémie, supplémentation d'acide folique comme dans toutes ces anémies chroniques. La chélation en fer va dépendre strictement du stade de la surcharge. Le traitement le plus important, c'est le traitement des crises vaso-occlusives. Il est bien codifié. Je vous citerai juste les armes thérapeutiques. Il est basé sur une oxygénothérapie avec une antalgie. D'ailleurs, l'échelle de la douleur est à évaluer et utiliser pour justement pouvoir les mettre en place et assurer le protocole jusqu'à l'amendement de la douleur. L'hyperhydratation est menée en parallèle parce que, rappelez-vous, les crises vaso-occlusives surviennent lorsque le drépanocyte se met en falciformation. Et qu'est-ce qui provoque la falciformation? C'est justement l'hypoxie, d'où l'oxygénothérapie, et les situations de déshydratation, d'où l'hyperhydratation. D'accord? Donc ça, ce sont des composantes comment dire, d'utilisation dans les traitements des crises vaso-occlusives. De même que le traitement de l'infection doit être mené en parallèle. La prévention systématique de ces infections se fait par la vaccination. N'oublions pas qu'il y a cette splénomégalie qui va disparaître. Donc, il faudra viser le pneumocoque et l'anti-méningo. La prophylaxie par la pénivée y est associée dès l'âge de 2 mois. Le dernier volet thérapeutique, c'est la greffe de moelle osseuse. Il faut savoir qu'elle offre 95% de chances de guérison. Nous parlons bien de guérison dans la drépanocytose. C'est une allogreffe. Elle va nécessiter un donneur compatible dans la fratrie. Par contre, ces indications, elles sont quand même claires. D'abord, c'est la vasculopathie. Donc, si on a eu un accident vasculaire cérébral, même si le patient est asymptomatique, c'est une indication majeure. La deuxième indication, ce sont lorsque les crises vaso-occlusives ou le syndrome thoracique aigu deviennent réfractaires à la mise en route de tous les traitements, y compris l'hydroxycarbamide, ce qu'on appelle l'hydroxyré, et justement cette thérapeutique, lorsqu'il y a une récidive de ces accidents graves, on doit justement indiquer la greffe de moelle osseuse. Les autres situations méritent d'être discutées au cas par cas pour justement voir si la greffe de moelle osseuse peut apporter une solution et lorsque le donneur compatible est possible. La prévention et le dépistage restent la même parce que nous sommes sur un mode de transmission qui est autosomal dominant. Donc, on passe par, il faut savoir, un dépistage néonatal qui est possible. Le test de Guthrie qui est fait à partir du 5e jour dans les pays développés dépiste la drépanocytose. Malheureusement, il ne se fait pas en Algérie. Sinon, nous avons évidemment le conseil génétique. Donc, lorsque nous avons dépisté un couple hétérozygote, il faut leur expliquer le risque de transmission et l'intérêt du dépistage prénuptial par l'électrophorèse d'hémoglobine est le seul moyen dans les pays à forte consanguinité, comme je l'ai déjà dit, pour éviter justement cette transmission de la drépanocytose. Dans ce même groupe d'anémie hémolytique constitutionnelle, après avoir vu les hémoglobinopathies, nous allons voir les maladies de la membrane du globule rouge. Nous allons détailler la sphérocytose. Alors, qu'est-ce que cette sphérocytose? Cette sphérocytose, c'est une anomalie membranaire, c'est un déficit en protéines qui va coder pour le complexe horizontal du cytosquelette membranaire du globule rouge, qui est formé par la spectrine, l'ankyrine et l'actine. C'est une maladie constitutionnelle, c'est la plus fréquente en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, elle est surtout
sur le plan physiologique, ce globule rouge va perdre cette forme biconcave, mais il ne va pas être falciformé, au contraire, il va devenir sphérique. Et donc, ce volume, surface-volume, va être complètement diminué. Il va provoquer cette hémolyse donc, prématurée du globule rouge. Et il faut savoir que c'est une transmission autosomique dominante le plus souvent, mais il existe des mutations de nouveau, d'où la possibilité de formes sporadiques dans la population normale. Sur le plan clinique, il faut savoir que cette sphérocytose, qui est la maladie de Minkowski-Shoffer, va, elle, se révéler par un âge de découverte variable. Alors, nous avons cette symptomatologie qui peut apparaître à la période néonatale avec un ictère tardif et une splénomégalie. Cet ictère néonatal peut même être grave et exposé à un ictère nucléaire, ou alors, à partir du premier mois de vie, une histoire d'anémie qui va commencer à s'installer, qui va nécessiter une exploration. Parfois, tardif à l'âge adulte, par la découverte d'une lithiase. Le dépistage familial peut également dépister des membres adultes ou à d'âge variable selon l'enquête familiale. Pour ce qui est des signes hématologiques, ce qui est intéressant, c'est que sur le frottis sanguin, on va retrouver des sphérocytes, comme vous le voyez bien. Vous voyez, c'est cet aspect vraiment sphérique qui est là, avec une résistance, un test qu'on appelle une diminution de la résistance au solutéo-hypotonique. Ce test-là va aider au diagnostic. Et l'électrophorèse, comme ce n'est pas une anomalie de l'hémoglobine, va être strictement normale. Donc, électrophorèse normale, et test diminution de la résistance aux solutés hypotoniques pour retenir le diagnostic. Deux techniques doivent être connues. Elles ne sont pas disponibles chez nous, mais je vais quand même les citer. C'est l'ectacytométrie, qui est une technique sensible et spécifique, qui va étudier la déformabilité du globule rouge. Elle est certes très coûteuse, elle n'est pas disponible chez nous. Il y a un autre test qui a été mis donc, au diagnostic depuis quelques années. Il s'agit de tests de l'EMA en cytométrie de flux, qui vraiment ont révolutionné le diagnostic de la sphérocytose. Concernant les signes isotopiques, on a une diminution de la vie des globules rouges. Avec, justement, ils vont montrer un marquage, une séquestration splénique de ces globules rouges. Il peut aider au diagnostic. D'autres complications donc, sont à décrire dans cette maladie. D'autres complications, donc, comme je l'ai dit, ce sont les crises de déglobulisation. On va avoir une aggravation de l'hémolyse. C'est une hémolyse aiguë qui va s'installer. Et souvent, il peut y avoir aussi une crise érythroblastopénique, comme je l'ai dit, qui est secondaire au parvovirus B19. Parfois, on peut avoir des lithiases vésiculaires pigmentaires qui souvent vont faire révéler la sphérocytose à l'âge adulte. Alors, le traitement, c'est surtout les transfusions lorsque l'anémie aiguë est là. Chez le nouveau-né, c'est une transfusion sanguine. Lorsque c'est un ictère, on peut avoir recours à la photothérapie, voire même l'exsanguinotransfusion. Pour des sujets plus âgés, c'est-à-dire nourrissons, enfants, la transfusion est là lorsque les besoins transfusionnels, parce qu'il y a des signes d'intolérance de cette anémie. Il faut savoir qu'une splénomégalie peut être indiquée entre l'âge de 6 et 10 ans chez des patients, par contre, qui vont être très symptomatiques. C'est-à-dire que ces crises d'hémolyse sont répétées, les besoins donc transfusionnels sont très augmentés sur un an, ça va conduire à un absentéisme. Donc, ces enfants-là, on peut leur proposer et on peut indiquer la splénectomie. Dernier groupe de ces anémies hémolytiques constitutionnelles, on est dans les enzymopathies. Nous allons parler du déficit en G6PD. Alors, ce déficit en G6PD, cette enzyme qui est connue dans la voie des pentoses, va rendre, lorsqu'elle est déficitaire, les globules rouges plus sensibles au stress oxydatif, d'où l'existence d'une hémolyse. C'est une transmission qui est à l'X, donc théoriquement, seuls les garçons sont atteints, sauf lorsqu'on a une anomalie au cariotype de type 45X seulement, il y a un X manquant, la pathologie peut s'exprimer chez la fille, par exemple dans le syndrome de Turner. Alors, il y a des substances dangereuses, donc il y a une liste de médicaments qu'il faut connaître parce qu'ils peuvent être déclencheurs de cette hémolyse.
Et il y a des aliments, notamment les fèves que tout le monde connaît, donc le fameux favisme, c'est ce déficit en G6PD, qui vont déclencher les hémolyses. Donc, parmi les traitements, nous citerons les sulfamides, les, anti, les antipaludéens et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, de même que certains virus et certains germes. Alors, la clinique, c'est celle d'un nouveau-né qui va avoir une ictère à bilirubine directe et on va avoir des accès d'hémolyse intravasculaire. Alors, souvent, c'est au printemps, au moment où les fèves sont là. Soit c'est la maman qui allait et elle a mangé des fèves, ou alors c'est l'enfant, lorsqu'il a été diversifié, qui peut manger ce légume. Il va provoquer un épisode d'hémolyse intravasculaire. On va avoir cet aspect de malaise général avec fièvre, vomissement, prostration, fatigue intense, avec un ictère, des douleurs abdominales, des urines rouges porto, une splénomégalie qui va être modérée et transitoire. Alors, sur les signes biologiques, toujours communs à toutes les anémies hémolytiques, dans cette anémie, on va avoir d'érythroblastose. Il faut savoir qu'on peut avoir des corps de Hens qui vont être reconnus sur le frottis sanguin. Alors, le diagnostic de certitude repose sur le dosage de cette enzyme déficitaire, donc de cette G6PD. Par contre, il faut savoir qu'il ne peut pas être dosé au moment de la transfusion ou de l'hémolyse. Donc, le dosage n'est valable et il n'a de valeur diagnostique que s'il est à distance des transfusions et de l'hémolyse. Pour ce qui est de l'évolution, il faut savoir que, contrairement à toutes les anémies constitutionnelles que nous avons vues, c'est celle qui a le meilleur pronostic parce qu'on a une atténuation avec l'âge et une amélioration des symptômes. Alors, le traitement, évidemment, va reposer sur les transfusions lors des accès d'hémolyse aiguë parce qu'il va y avoir des signes d'intolérance. Et il faudra surtout remettre une liste de ces médicaments dangereux et de ces aliments qui sont des facteurs déclenchants et doit être remise aux parents, bien expliquée en arabe, en français et agrafée sur le carnet de santé pour avertir le médecin pédiatre ou toute autre personne qui risque de prescrire des traitements à ce sujet qui est porteur de déficit en G6PD et donc qu'il vérifie que sa prescription n'est pas une contre-indication chez ce groupe de patients. Dernier groupe, ce sont les anémies hémolytiques acquises. Donc, nous allons exposer ici et juste citer les causes des anémies extracorpusculaires, comme nous l'avons bien compris au début du cours. Il s'agit de ces fameuses hémolyses. Elles vont être soit immunologiques, il y a un phénomène avec des anticorps, ce sont les fameuses anémies hémolytiques auto-immunes. Leur diagnostic est porté par la positivité du test de Coombs. On a toutes les anémies par incompatibilité fœto-maternelle qui ont déjà fait l'objet d'un cours, donc chez le nouveau-né. Donc, ce sont toutes les incompatibilités ABO, Rhésus, etc. Et nous avons ces hémolyses immunoallergiques qui sont secondaires, surtout à certains médicaments. Le dernier groupe, ce qui fait toujours partie des hémolyses acquises, mais qui est non immunologique, je citerai le CHU, le fameux syndrome hémolytique et urémique, qui est une réelle microangiopathie qui va survenir souvent chez les nourrissons. Après un épisode de diarrhée, de gastro-entérite, il va y avoir l'installation d'une insuffisance rénale aiguë, d'une anémie hémolytique et d'une thrombopénie. D'autres anémies hémolytiques non immunologiques sont les mécaniques, telles que observées il y a un phénomène de d'hémolyse mécanique. Le globule rouge vient lutter contre cette valve et donc cette prothèse valvulaire qui va provoquer cette hémolyse. Nous avons d'autres étiologies telles que les infectieuses, les toxiques par le venin de serpent, les piqûres d'abeilles et certains produits comme le plomb ou l'arsenic. Donc, en conclusion, nous avons bien vu que ce cours comporte une liste exhaustive d'étiologies, mais par contre, cette démarche diagnostique est basée sur des anomalies hématologiques au frottis sanguin, surtout. L'anémie étant commune à toutes ces causes, mais c'est surtout cette enquête familiale qui va permettre de dessiner cet arbre généalogique avec les sujets porteurs hétérozygotes, justement, qui sont souvent les ascendants de ces sujets homozygotes qui présentent toute cette symptomatologie. Je conclurai pour dire que la prévention par le conseil génétique reste primordiale dans les pays à consanguinité élevée, comme c'est le cas chez nous en Algérie. Je vous remercie.